Très bien. Hop là, on va juste attendre que tout le monde s'ajoute. On a une personne qui semble être prise dans la salle d'attente. Ben, ouvrez la porte. Hein? On va lui laisser un peu de temps. Je vous invite à ouvrir vos caméras si vous voulez. C'est toujours le fun de voir vos visages, pas juste des écrans noirs. Vous n'êtes pas obligés, là, mais je vous invite à le faire. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au Festival du conte pour enfants. Mon nom est Cindy. Je travaille à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Alors, le Festival du conte est présenté par Ottawa Storytellers et la Bibliothèque publique d'Ottawa. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour le programme d'aujourd'hui. Je voudrais commencer avec un hommage au peuple de la nation Anishinaabe, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Donc, Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Les peuples de la nation algonquine Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. La Bibliothèque publique d'Ottawa et Ottawa Storytellers rendent hommage au peuple et au territoire de la nation algonquine Anishinaabe. La Bibliothèque publique d'Ottawa et Ottawa Storytellers rendent hommage à tous les peuples des Premières Nations, à tous les Inuits, à tous les Métis et à leurs précieuses contributions passées et présentes sur cette terre. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Rob Malo, notre invité spécial de cet après-midi. D'origine franco-manitobaine métisse, Rob est aussi connu sous le nom de Tibère le Voyageur. Il est auteur, musicien, jongleur, interprète et animateur communautaire. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole. Amusez-vous bien. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, oui, j'en vois qui était là la dernière fois aussi. Bienvenue. Puis oui, on aura un différent spectacle qu'avant. Moi, j'aimerais juste premièrement remercier aussi la bibliothèque d'Ottawa, puis les conteurs d'Ottawa, Ottawa Storytellers, pour organiser tout ça. Merci beaucoup. Mais, premièrement, avant que je commence un spectacle, c'est vrai, j'ai été présenté avec plusieurs noms, dont Tibère le Voyageur en est un, que mardi, quand j'ai fait un spectacle, j'étais Tibère le Voyageur. Et ça, c'est un exemple de ce que Tibère a de l'air en bande dessinée, que vous pouvez trouver en ligne, hein, à Tibère Voyage, si vous voulez aller explorer ça. Mais aujourd'hui, je veux vous faire une présentation comme Rob Malo. Hein, parce que c'est ça mon nom, Robert Malo, Rob. Ma mère m'appelait les deux noms, Rob quand elle était contente, Robert quand elle était fâchée. Alors, je suis bien content avec Rob. Mais je suis de plusieurs cultures, euh, dont mon identité aujourd'hui est français-canadienne et métisse. Alors, premièrement, on peut même dire franco-manitobain. Ben, je suis, dans le centre du Canada, un Manitobain qui parle le français. Mais je suis aussi de racines métisses. Alors, je fais partie de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, qui est la plus vieille union métisse. Ben, la plus vieille union métisse, il n'y en a pas une plus vieille que ça sur la Terre. Mais quand je représente ces deux cultures-là, je dois porter cette chose-là. Cette chose-là, c'est une ceinture fléchée. Hein? Et mes aînés de l'Union nationale métisse m'ont dit, il faut toujours porter ma ceinture fléchée avec fierté avant de raconter des contes métis de l'Ouest. Alors, c'est ça aujourd'hui que nous allons entendre. Des contes métis. Là, je vais mettre ma ceinture. Euh, juste bien. Et si on la met correctement, on n'a pas besoin de nœud. On a juste à descendre la main, prendre l'autre bout, et voilà, ma ceinture fléchée va bien se présenter. Hein? Elle va être parfaite pour raconter. Et voilà. Alors, sommes-nous prêts pour un premier conte? Hein? Ouais, bonjour, j'en vois d'autres qui nous ont rejoints. Excellent. Premièrement, ce conte ici,
Ça se passe il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas hier que ça se passe. Je parle du temps où est-ce qu'on utilisait encore des chevaux au lieu des autos sur les rues. Et ce conte ici, là, ça se passe, ben, dans le temps où est-ce qu'il y a beaucoup de Français canadiens qui sont déménagés au Manitoba pour pour venir vivre avec des familles métisses. Oui, c'est vrai. Les métis étaient là en premier. Et les Français canadiens, il y en a plusieurs, qui ont décidé de venir. Puis il y a une famille de Français canadiens, ben, avait une petite fille qui vivait avec eux autres. Son nom était Julie. Mhm. Et Julie, elle avait pas de frères et sœurs. Elle était seule à la maison souvent, mais son père, lui, était vétérinaire. Un vétérinaire, il s'occupait des animaux. Alors, Julie avait pas de frères et sœurs, mais elle avait plein d'animaux à la maison tout le temps. Puis, bien sûr, sa mère était là aussi. Puis, les trois, ils sont venus déménager. Puis, ils ont déménagé dans un petit village qui était avant Métis, avant qu'ils viennent. Puis, Julie, tous les jours, elle marchait à l'école. Hein? Mais, sur son chemin à l'école, elle passait à côté de chez la voisine. La voisine, ben, c'était une vieille mémère métisse. Mm-hmm. Elle semblait vivre tout seule, la vieille mémère métisse. Puis la cour en avant de la mémère métisse, là, c'était pas comme une cour comme les autres. Il y avait pas de clôture. Non, pas de clôture chez elle. Puis il y avait plein de drôles de plantes. Il y avait des choses comme des framboisiers, ça, Julie connaissait ça. Il y avait même des fraises qu'elle avait cultivées. Il y avait des champignons qui poussaient là-dedans, des drôles de champignons. Puis le matin, quand Julie passait à côté de chez sa voisine, la vieille mère métisse était souvent assise là, hein, juste sur son perron en avant de chez elle. Et la vieille, elle avait du poil un peu partout, puis elle parlait avec une vieille voix comme ça, là. Puis, ben, les enfants à l'école de Julie disaient que la vieille mère, là, qu'il fallait pas l'approcher, qu'elle était peut-être même dangereuse. Mais Julie a demandé ses parents, puis ses parents ils ont dit non, non, c'est une vieille dame, il faut pas avoir peur d'elle. Alors, quand la vieille mère, elle a offert, veux-tu des fraises, un peu de framboise? Ben, Julie, elle a accepté le cadeau. Puis, elle a appris à connaître la vieille mère. Hein? Ils sont comme, tous les matins, on fait comme des amis, ils se partageaient des histoires, puis mangeaient une coupe de bain ensemble. Là, quand les amis à Julie à l'école ont appris que Julie parlait à la vieille mère, il y en a un, Jacques, qui a pris Julie d'à côté, puis il a dit, Julie, là, il faut faire attention. Parce que la vieille mère métisse, là, c'est dangereux. C'est vrai qu'elle est dangereuse. Elle est un loup-garou. Un loup-garou. Et boy. Hein, vous savez peut-être pas c'est quoi ça, un loup-garou. Mais pour ceux qui savent pas, là, les loups-garous, ah voilà, oui, je vois, oui. Les loups-garous, c'est du monde qui change. Ouais, ils changent en loup quand la lune est pleine. Oui, il y a plein d'histoires de loups-garous. Il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais qui ce qui est un loup-garou et qui ce qui n'est pas. Mais les enfants de l'école, ils ont tous dit que oui, la vieille mère métisse, on sait que c'est un loup-garou. Puis quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il pense ça, c'est Jacques qui a dit, je l'ai vu moi-même, il a dit. J'ai vu un soir sortir de la maison de la vieille mémé un loup. Un gros loup a sorti de sa porte en arrière. Puis c'est de là que les enfants pensent qu'elle est un loup-garou. Là, Julie, son père, c'est un vétérinaire. Elle est allée demander à son papa. Papa, les enfants d'école disent que la voisine, c'est un loup-garou, c'est-tu possible? Son père, bien sûr, a dit, ben non. Les loups-garous, ça n'existe pas. Hein? C'est dans l'imagination du monde. Hein? Alors, inquiétez-vous pas. Julie, va donc faire un ami avec la voisine. C'est pas grave. Mais Julie était curieuse. Hein? Elle voulait savoir pour elle-même. Puis un soir, quand la lune était presque pleine, Julie a décidé d'aller voir si la voisine était vraiment un loup-garou. Elle n'a pas dit à ses parents. Elle est sortie de chez elle. Puis elle est allée se cacher dans les buissons, en arrière de la maison de la voisine. Puis
Vous le croirez pas, mais sais-tu qu'est-ce qu'elle a vu? C'est vrai, un loup a sorti de la porte en arrière de chez Mémé. Oui, un gros loup. Puis il a passé direct en avant de Julie, comme si qu'il l'a même pas remarqué. Julie, trop curieuse, elle pouvait pas s'empêcher. Mémé est un loup-garou, mais elle s'est dit, si c'est Mémé, elle va me connaître. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de problème quand il a passé. Hein. Elle était trop curieuse. Elle a décidé de suivre le loup, voir où est-ce que Mémé loup-garou va en soirée. Puis elle a suivi Mémé loup-garou jusque dans le bois. Mais un loup, ça va beaucoup plus vite qu'une petite fille quand ça décide de courir. Puis bientôt, Julie était tout seul. Mémé loup-garou était pas proche. Il faisait noir. Puis Julie a remarqué qu'elle était rendue perdue dans la noirceur. Et c'est là que... Yip! Un coyote. Un coyote est venu à sa gauche. Yip! Un autre coyote à sa droite. Yip! Un coyote en avant. Yip! Un coyote en arrière. Julie était rendue entourée de coyotes. Oh là 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 là. Elle savait pas quoi faire. Elle savait pas quoi faire, mais c'est là que Mémé loup-garou elle est arrivée. Hein? Le gros loup est revenu. Il a montré des dents à toutes les coyotes. Les coyotes sont partis à courir. Hein? Puis, ben, ça n'a pas été si simple que ça. Là. Les coyotes, ils sont revenus en grande force. Puis ils ont attaqué le loup en avant de Julie. Mais Julie n'a pas attendu. Elle est partie à courir. Hein? Mais le loup s'est battu. Elle a attendu les cris presque de mort en s'en retournant à la maison, puis elle est allée se coucher. Elle n'a pas dormi. Elle s'est couchée dans le lit pour se réveiller le lendemain matin. Sa mère a certainement remarqué qu'est-ce qui se passe, Julie. On dirait que tu n'as pas dormi. Julie a décidé d'être honnête. Elle a dit, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire hier soir, maman, papa. Je suis sortie de la maison la nuit. J'étais trop curieuse. Mes amis ont tout dit que c'était une loup-garou. Il fallait que je le sache pour moi-même. Mais, Julie, c'est dangereux, cette décision-là, son père a dit. Puis, je t'ai dit que c'est pas possible que Mémé soit une loup-garou. Mais là, Julie a expliqué. J'ai vu un loup sortir de chez elle. Comment peux-tu expliquer ça? C'était Mémé loup-garou. Puis en plus, elle est venue me sauver des coyotes. C'est certain que c'était Mémé. Un loup ferait pas ça. Ben, là, les parents, Julie, là, son père spécialement, lui aussi est un homme curieux, mais il était frustré un peu. Il faut aller parler à cette dame-là. Il faut aller parler à la voisine, voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Ils sont allés cogner. Et quand ils sont arrivés à la porte, la voisine, là, tout était fermé. On ne pouvait pas voir dans les fenêtres, les rideaux étaient tous fermés. Puis à l'intérieur, il entendait un son. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il cogne à la porte fort. Mémé, ouvre, ouvre! Attendez, attendez! Toutes sortes de drôles de bruits. Attendez, j'arrive! Mémé, ouvre donc, ouvre donc! Et même le père commençait à avoir la frousse. Éventuellement, la porte a ouverte. Puis Mémé était là. Puis il y avait des cheveux partout dans la cuisine. Des cheveux de loup, son père l'a reconnu tout de suite, il est vétérinaire. Il y avait même du sang par terre, puis il y avait du sang sur les mains à Mémé. Je te l'ai dit, papa, je lui ai dit. Elle est un loup-garou, mais elle est un gentil loup-garou. Elle m'a sauvé, elle m'a sauvé. Hein? Un loup-garou? Tu parles de quoi, toi, la petite? C'était Mémé. Elle ne savait pas de quoi elle parlait, un loup-garou. Puis là, le père a expliqué, les enfants de l'école, Julie, elle vous a suivi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces cheveux? C'est quoi ce sang? Puis là, Mémé, elle a commencé à... Oh, j'ai tout compris. Elle a trouvé ça tellement drôle. Puis elle a fait comme ça.
puis de sa cave, a monté des escaliers un énorme loup. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais avec un loup dans ta maison? Mais la peur s'est dissipée vite quand le loup a vu Julie. Il est allé licher Julie. Ah, hein, il l'a senti vite, il l'a liché. Puis Mémé, elle a ri. Puis elle a dit, il faut pas s'inquiéter. C'est juste mon petit loup qui vit chez moi. Mais comment c'est arrivé ça? Ben, elle, elle était mariée à un temps, Mémé, elle a expliqué. Mais ils n'ont jamais eu d'enfant. Et un jour, dans le bois, ils ont trouvé un petit louveteau, elle et son mari. Puis, ben, ils l'ont élevé comme si c'était leur enfant. Ils s'en ont occupé. Mais le mari à Mémé est décédé. Puis, depuis que tous ces Français-là, qui viennent de l'Ouest, qui viennent déménager, ben, ils veulent pas des loups chez eux. Hein? Avant, le loup pouvait courir, le petit loup courait comme qu'il voulait, mais là, avec tout le monde qui déménage, ben, là, il garde le loup à la maison. Puis depuis que son mari est décédé, c'est sa seule vraie amitié, elle a expliqué. Alors là, le soir, quand tout le monde sont couchés, Mémé, elle ouvre la porte pour laisser le loup courir, aller chasser. Et le jour, le loup dort dans sa tanière, dans la cave à Mémé. Mais Mémé, tout le monde dit que t'es un loup-garou. Qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ça? Puis Mémé, elle a bien ri. Laissez-les croire qu'est-ce qu'ils veulent. Hein? Si ça veut dire que j'ai le droit de garder mon loup chez moi, les gens du village, eux autres, ils peuvent vivre comme qu'ils veulent. Mais moi, je vais continuer à vivre comme que je le sais. Puis c'est là que Julie a appris le secret de Mémé. Et que le jour, ben, Julie va quand même raconter Mémé, ils mangent des baies ensemble, mais de temps en temps, ils laissent le loup sortir. Puis après un bout de temps, le village a appris le secret à Mémé. Et tout le monde a accepté que c'était correct que Mémé garde son loup. Parce que c'est un bon loup, puis Mémé est une bonne Mémé. Alors, pourquoi pas être des bons voisins? Et ça, c'est l'histoire de Julie et le loup-garou. Mais là, merci. Dans mes deux cultures, soit français-canadienne ou métisse, on aime jouer de cet instrument-là. Puis il y en a qui l'ont vu, s'ils étaient là mardi, ils ont vu un peu cet instrument-là, alors ils connaissent peut-être le nom. Mais ça a beaucoup de différents noms. Ça a le nom de bombarde, guimbarde, trompe. Moi, mon préféré, c'est qu'est-ce que Pépère appelait ça? Un ruine-babine. Écoutez bien. Ouais, j'ai vu du monde taper des mains puis giguer, c'est très bien. Ouais, ben ruine-babine, c'est un bon nom. Puis l'autre fois, j'ai juste joué, mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment ce que je joue le ruine-babine. Si jamais vous voulez apprendre. Mais rappelez-vous du nom. Hein? Des babines, ça c'est des babines. De ruiner veut dire de casser. Hein? C'est une tige en métal qui bondit entre les dents. Et si la tige touche la lèvre, ça coupe. Si ça touche la langue, ça coupe. Hein, j'ai déjà cassé une petite dent en faisant ça. Alors, les parents, sachez, c'est un instrument très difficile à apprendre. Mais ça étant dit, écoutez si ce n'est pas dans ma bouche. C'est tout. C'est tout que ça fait. Il faut le mettre entre les dents.
Et encore, juste une note, c'est tout que ça fait. Pour changer la note, il faut respirer. Allez-y, respirez avec moi. Ça change l'intonation. Une autre chose que ça l'aime, c'est des mouvements de langue comme ça. Allez-y. Écoutez. Ça adore les clics. Allez-y. Très bien. Écoutez. Vous avez attendu les clics, hein? Il faut cliquer au bon temps, sinon c'est là qu'on coupe la langue. Hein? Pas drôle. Une autre chose, ça l'aime beaucoup, c'est les voyelles. A, E, I, O, I. Écoutez. A, E, I, O, I. Ah, c'est une chose bilingue, hein? Alors, ouais, ça marche dans les deux langues. Mais c'est comme ça que je change de son, hein? A, A, E, E, I, O, U, U, 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 A, A, E. Ouais, et voilà comment jouer le ruine babine. Là, vous avez attendu aussi un peu de beatboxing. Et ça, c'est tout faire ça au même temps. Alors ça, c'est tout un autre apprentissage. Mais c'est un peu ce que j'aime faire, moi, c'est prendre des instruments qui sont très, très vieux. Alors ça sort dans toutes les cultures du monde. Vous pouvez aller à n'importe quel musée, chercher jaw harp, guimbarde, même ruine babine dans certains musées. Vous allez trouver un exemplaire de ça, parce que presque tous les humains sur la planète ont joué ça. Là, moi, j'aime jouer un petit jeu avec le ruine babine. Autour du feu, on joue souvent ce jeu-là. C'est pour voir si quelqu'un peut giguer plus vite que je peux jouer. Alors, c'est le temps de se mettre debout ou giguer assis, comme vous voulez. Vous pouvez giguer assis comme vous êtes ou debout. Et on va voir si vous êtes capable de giguer plus vite que je peux jouer. On commence lentement. Bravo, bravo! Il y en a qui ont resté avec le beat, comme qu'on dit. Là, il y en a juste un que je connais, que j'ai rencontré, qui a gigué plus vite que moi. Puis c'est un gigueur d'ici. Alors, c'est possible de giguer plus vite que la ruine babine, mais il était bien fatigué après. Moi, j'étais capable de continuer à jouer. Alors, je regarde le temps, puis je vois qu'on a le temps pour une autre histoire. Et ceci, c'est une histoire au sujet des choses que personne aime. Oh. Euh, euh, oh. En hiver, c'est pas un problème, mais en été, ces choses-là sont partout. Vous savez de quoi je parle? Oh! Ah. Ah. Oui, les moustiques. Hein? Oh, quelle chose affreuse des moustiques. Et cette histoire ici s'appelle la légende des moustiques. C'est une légende métisse que je partage avec vous. Alors, il y a très, très longtemps, avant qu'il y ait des humains, il y avait des géants. C'est les géants qui vivaient sur la Terre qui ont bâti les montagnes, c'est eux autres qui ont bâti ça, qui ont creusé les rivières et les lacs, qui ont planté les arbres. C'est des géants qui ont fait ça. Mais il y avait un temps où est-ce qu'il y avait des humains et des géants qui ont vécu au même temps. Il n'y avait pas beaucoup d'humains. Puis à ce point-là, la plupart des géants étaient partis. Mais dans mon coin ici au Manitoba, il y avait encore un géant. Puis il était méchant, ce géant-là. Il était tellement méchant que lui aimait manger les humains. C'est terrible.
un géant qui mange des humains. Hein? Puis à ce temps-là, là, les humains vivaient vraiment bien, même en été, là, pas de moustiques, pas de rien. Mais ce géant-là, c'était un problème. Alors, il y a un des guerriers du village qui a décidé, je vais m'occuper de ce géant-là. Inquiétez-vous pas. Puis le monde du village pensait qu'il était fou. Parce que, ben, il est parti à la chasse aux géants sans fusil, sans épée, sans armes du tout. Ouais, il est allé juste avec sa tête, là. Puis là, notre guerrier est pas mal intelligent quand même, puis c'est facile de suivre les traces d'un géant. C'est un géant, ça laisse des grandes traces. Hein. En premier, il les a trouvés dans les prairies, hein, les traces de géants, il les a suivis jusqu'à travers d'un marécage, une swamp, puis il a suivi ça, jusque dans une forêt, puis il a suivi les traces du géant, jusqu'à la maison du géant. Mm-hmm. Puis c'était une énorme maison pour un humain. Pour un géant, c'était pas tellement une grosse place, vraiment, hein, mais les perspectives sont comme ça. Puis là, notre guerrier, très intelligent, il a eu un plan. Il a décidé, je vais me coucher devant la maison du géant. Puis je vais faire semblant d'être mort. Puis quand le géant arrive, il va me rentrer chez lui. Puis là, je vais me trouver une façon de le tuer. C'est ça qu'il a fait. Puis là, le géant, lui, est arrivé à la maison, hein. Boum, 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 boum. Il a vu le guerrier couché devant chez lui. Ah, 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 oh, ces humains-là, ils sont rendus tellement faciles à chasser, ils viennent mourir à ma porte. Il ramasse le guerrier sans penser, il le met sur l'épaule, puis il rentre chez lui pour cuire le guerrier, faire une soupe. Mais là, le géant remarque, il n'y a pas de bois pour le feu. Alors, il dépose le guerrier sur la table. Puis, il sort de chez lui pour aller chercher du bois. Ça a donné du temps au guerrier. Hein? Le guerrier s'est levé, il a commencé à regarder autour. Hein? Puis, il a trouvé un couteau de géant. C'était un couteau de géant, un tout petit couteau pour le géant, mais pour l'humain, c'était un couteau géant. Hein? Et notre guerrier, il a ramassé ça, c'était gros comme un épée. Puis là, il a regardé autour, puis il a décidé, je vais attendre qu'il rentre à la porte. Hein? Alors, il a descendu de la grande table, puis s'est mis à côté du mur, proche de la porte, direct à côté du cadre. Puis là, le géant, lui, il avait coupé du bois. Hein? Il avait les mains pleines de bois, puis il est revenu chez lui. Boum, boum, boum. Quand il arrive à la porte, ben, il n'a pas la main pour ouvrir la porte, alors il a donné un coup de pied à la porte pour ouvrir la porte. Puis c'est là qu'il y a quelque chose que le guerrier savait que vous autres, vous savez peut-être pas. Mais c'est important de le savoir si jamais vous êtes en train de vous battre contre un géant. Il faut savoir où est le cœur d'un géant. Où se trouve le cœur d'un géant? Pointez, pointez. Où est-ce que vous pensez qu'il est le cœur d'un géant? Non, ben, ça, c'est le cœur d'un humain. Hein? Le cœur d'un humain est là. Mais un géant, c'est différent. Hein? Là, non, c'est une tête. Non, le cœur du géant, là, est dans la cheville. Oui, dans la cheville. Oui. Ça, c'est le cœur d'un géant. C'est chanceux de savoir ça, hein? Parce que quand le géant il a donné un gros coup de pied à la porte, sa cheville était exposée, puis le guerrier il a attaqué avec l'épée. Boum! Drette dans le cœur. Sa cheville. Le géant a été poignardé. Ah! Il a tombé par en arrière, puis en tombant, il a crié « Ah, les humains! Ah oui, tu m'as tué, mais je vais avoir ma revanche! » Puis le géant est mort. Hein? Ça a fait un gros boom, bien sûr. Mais là, le guerrier était là, puis il avait le corps du géant. Puis il a entendu le géant crier qu'il était pour avoir sa revanche. Il voulait pas ça. Alors, il a fait ce qu'il pouvait. Il a coupé le géant en petits morceaux. Il a fait un grand feu, puis il a brûlé tous les morceaux du géant dans le grand feu. Ça a pris toute la soirée. Hein? Puis là, le matin, il y avait juste des cendres, puis de géant. C'est là qu'il y a un petit vent qui a passé. Puis les cendres ont monté dans... Oh! C'est quoi ces choses-là? Oh! C'est les cendres. Les cendres ont changé.
les cendres ont changé en petites moustiques. Et là, au lieu d'avoir un géant qui nous mange un peu de temps en temps, on a des millions et des millions de petits géants qui nous mangent tout le temps. Et c'est de là où viennent les moustiques. Et voilà la légende de la moustique. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes proches de notre fin de temps, mais j'ai un dernier petite chose que j'aimerais vous montrer. J'aime bien jouer de la musique, comme vous avez vu. Alors, j'ai un harmonica ici. Il y en a qui aiment bouger. Alors, ceux qui aiment bouger, allez-y, tapez des mains, levez-vous si vous voulez danser. Moi, j'aime toujours finir une soirée autour d'un feu avec un peu de musique. Alors, on va finir avec ça. Et encore, mon nom est Robert Malo, Tibère le Voyageur. Je suis très content d'être ici avec vous. Hein? Rob Malo, si vous aimez ça aussi. Mais c'est le temps de finir avec une dernière petite danse. On y va! Bravo les danseurs et danseuses! Ah, tellement un bon temps. Puis encore, merci à la bibliothèque. Merci au compteur d'Ottawa. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup, Rob. Merci tout le monde d'être venu. On a encore 2 compteurs pour aujourd'hui, dont un autre en français à 15h, si ça vous tente. Gros merci, c'était super. Merci. Bye tout le monde. Au revoir.